Chers amis, merci d'être si nombreux ce soir à la conférence de Dialogue franco-russe. Et vous êtes là ici si nombreux. Pourquoi? Parce que vous êtes inquiets. Depuis 2 ans du début du conflit, nous vivons ce moment peut-être le plus malheureux et le plus difficile à partir du 24 février 2022. Et c'est le moment de parler avec vous directement et avec Jacques Hogar et Alain Corvès présents ce soir. Vous êtes tous les deux anciens colonels de l'armée française, spécialistes des questions de défense. Vous avez, si je m'adresse à Jacques, on se connaît, puisqu'il y a Alain et Jacques, on se connaît très bien. On a déjà fait quelques émissions au Dialogue franco-russe. Alain Corvès vient au Dialogue franco-russe depuis des années. C'est l'occasion ce soir de parler de ce qui nous inquiète tous. C'est tout simplement ma première question. Est-ce que la France est en guerre avec la Russie? Alors je réponds tout de suite. Il faut faire la différence entre la France et les Français. Et je pense que les Français ne sont pas en guerre avec la Russie. Bien sûr, j'ai vécu dans un milieu où les gens sont plutôt favorables à la Russie, mais je ne suis pas cloîtré dans ce milieu. Je sors, si c'est des réceptions extérieures, autre chose, et les Français ne sont pas anti-russes. Le fait que certains, sur les plateaux de télévision, s'expriment de façon hostile vis-à-vis de la Russie, c'est dû, et j'y viendrai tout à l'heure, aux scénarios qui sont concoctés par un bureau qui est à Washington, dont je parlerai plus tard, qui écrit tous les scénarios qui sont favorables aux États-Unis d'Amérique et qui sont distribués aux différentes agences de presse du monde entier, Reuters, AFP, enfin toutes les agences. Et c'est pour ça que entre LCI, BFM, CNews même, et je ne sais plus, enfin toutes les chaînes de télévision françaises ont un récit qui est uniquement, qui est le même. Il n'y a pas de variante, ou très peu, entre les récits, parce que ils transposent les scénarios qui ont été édictés. Je vais en parler tout de suite, alors, puisque j'ai commencé, mais je te laisserai parler très rapidement. C'est important de connaître l'existence de ce bureau qui s'appelle le Bureau of Public Information. C'est une litote ou un euphémisme pour dire que c'est le bureau de la propagande américaine qui dépend de la Maison-Blanche, qui a été créée à l'époque de Reagan pour justifier la stratégie américaine au Vietnam. Et ensuite, ce bureau n'a fait que se développer. Il a un budget énorme. C'était 100 millions de dollars il y a quelques années, mais ça a dû certainement augmenter. Et vous avez là des exploitants qui rédigent les scénarios qui justifient la politique américaine à Gaza. Je ne sais pas comment ils font pour la justifier, mais ils écrivent les scénarios contre la Russie, enfin dans le monde entier. Et ces scénarios sont distribués à toutes les agences de presse qui les reprennent avidement et qui n'ont aucun discernement et qui les diffusent sur toutes les chaînes. Donc c'est pour ça que, pour répondre à votre question, non, les Français ne sont pas anti-russes. Mais les Français ont un gouvernement qui montre toutes les apparences d'être anti-russe, bien que le président Macron avait commencé son quinquennat en invitant le président Poutine sur la Côte d'Azur, à Brégançon, à Versailles aussi, oui, tu as raison, et donc voilà. Oui, Jacques, vous avez écrit le livre qui s'appelle « La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie ». Donc je pose la même question, est-ce que nous sommes en guerre et comment interpréter la dernière déclaration d'Emmanuel Macron? Les Français, le peuple français, dans leur immense majorité, j'ai vu que 70% ce soir de Français condamnaient les propos du président Macron. Donc
le pays réel contre le pays légal. Le pays légal, eh bien, c'est nos institutions, imparfaites certainement, puisqu'elles ont permis l'arrivée au pouvoir de gens inquiétants par leur comportement, par leurs déclarations à l'emporte-pièce, par, je dirais, leur manque de maturité. Alors quand on regarde notre jeune Premier ministre et notre non moins jeune ministre des Affaires étrangères, on n'en est pas étonné, mais c'est évidemment très inquiétant. Alors pourquoi j'ai fait ce livre? Ben justement, il tombe à pic. Je ne savais pas tout ça, évidemment, quand j'ai commencé la rédaction de ce livre, sous la pression de mon éditeur qui m'a dit, parce que j'avais déjeuné avec lui et qu'il a entendu mes arguments, il m'a dit, c'est pas ce qu'on entend partout sur les médias, il faut absolument en faire un livre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Mais il tombe à pic parce que mon but, c'était de cibler les vraies responsabilités de cette situation dramatique en Ukraine, sans penser qu'on allait arriver maintenant à une possible confrontation, je dirais, totalement incongrue entre l'Occident, quand je dis l'Occident qui m'est cher, c'est-à-dire l'Occident chrétien, c'est pas l'Occident qu'on nous présente aujourd'hui, et la Russie. Voilà. Moi, je pense aux propos d'Andrei Makin, qui académicien français d'origine russe, qui évoque cette complémentarité entre ces deux pôles de l'Europe, la France à l'ouest et la Russie à l'est. C'est un même continent, on a la même civilisation, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes fondements, gréco-romains en partie, pour les Russes en particulier, mais on a ce christianisme partagé en commun. Voilà. Donc, non, moi je considère que la France n'est pas en guerre. La vraie France n'est pas en guerre. Après, elle a un gouvernement d'aventure ou de fait qui peut faire des déclarations intempestives. Je pense qu'il faut traiter ça avec beaucoup de circonspection. Voilà. Vous côtoyez vos confrères militaires. Moi, j'ai appelé plusieurs militaires, anciens colonels avant, pour constituer ce débat. C'est très compliqué. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont voté peut-être Macron, puisque j'imagine qu'ils ont voté aussi Emmanuel Macron, parmi ceux que vous connaissez, et qui considèrent aujourd'hui, ou peut-être qu'ils n'ont pas voté non plus, je veux dire à tous vos confrères, d'un côté ceux qui passent sur les plateaux télé, ils disent qu'il faut tout de suite envoyer les troupes au sol en Ukraine, qu'il faut faire la guerre. Est-ce que la Russie est une menace pour la France en tant que militaire? Non, écoutez, alors d'abord il y a eu une interview remarquable faite par le journaliste américain Tucker Carlson il y a quelques jours, où le président Poutine s'est exprimé longuement sur tout ça et il vient de le répéter. Alors bien sûr, il peut à un certain moment s'agacer de la récurrence de certains propos agressifs tenus de manière, à mon avis, irresponsable, mais je pense que le président Poutine fait preuve de beaucoup de retenue dans tout ça, il fait preuve de beaucoup de maîtrise, et alors qu'en face, on a un peu l'impression d'avoir des va-t-en-guerre. Pour ce qui est de l'armée française, j'avoue que moi, l'armée française, c'est ma famille, c'est ma deuxième famille, je veux dire, à côté de ma famille de sang. J'y ai beaucoup d'amis, j'y ai beaucoup de familles aussi, directes. Je pense que cette armée est évidemment extrêmement attentive à ce qui se dit et se pratique. Ce que je voudrais dire quand même par rapport à cette menace de guerre, c'est qu'il n'y aura pas de guerre conventionnelle. Cette armée française, c'est une armée, hélas, aujourd'hui échantillonnaire, c'est-à-dire qu'il y a toutes les capacités à peu près représentées dans ses rangs, avec des hommes et des femmes, puisqu'il faut parler aussi des femmes, sans pas avoir l'air un peu misogyne, mais il y a des hommes et des femmes remarquables dans cette armée, avec un sens de la patrie, un sens de dévouement et un courage remarquable, mais ils sont extrêmement peu nombreux, et c'est l'aboutissement de 40 ans de politique de démantèlement de l'outil militaire. Il y a un an, j'ai eu à faire un article pour la revue hongroise
Hungarian Conservative, et j'expliquais pourquoi l'armée française était complètement démunie devant l'idée même d'un conflit de haute intensité. Donc je pense qu'il faut être sérieux. Donc si on veut amener la France à la catastrophe, mais à la catastrophe, eh bien on poursuit dans cette voie. Parce qu'évidemment derrière, il y a la fameuse hypothèse nucléaire qui demeure et qui plane au-dessus des têtes, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Mais ceci est un véritable débat qui peut effectivement inquiéter légitimement les Français. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce que vient de dire Jacques Hoggard. Je voudrais qu'on sorte de politique politicienne française, parce que, hélas, bon, elle n'est pas de haute qualité, mais il y a des choses fondamentales dont je voudrais parler, parce que il y a des gens qui ne pensent pas comme nous. Et ici, la majorité des gens ont une sympathie pour la Russie. Bon, mais il y a des gens qui pensent que la propagande qui est faite, ils l'adoptent et ils pensent que la Russie est un danger et ils veulent se jeter dans les bras des Américains. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Alors, pour répondre à votre première question, où je dis que les Français ne sont pas anti-russes, je voudrais rappeler une citation de Chateaubriand, et après je citerai Charles de Gaulle qui reprenait Chateaubriand. Bon. Voilà. Il y a sympathie entre la Russie et la France. La dernière a presque civilisé la première dans les classes élevées de la société. Elle lui a donné sa langue et ses mœurs. Placées aux deux extrémités de l'Europe, la France et la Russie ne se touchent point par leurs frontières. Elles n'ont point de champ de bataille où elles puissent se rencontrer. Elles n'ont aucune rivalité de commerce. Et les ennemis naturels de la Russie, les Anglais et les Autrichiens, sont aussi les ennemis naturels de la France. Bon, c'est clair, et ça date de Chateaubriand, donc dans les années 1850. Donc après Napoléon. Hein. Mais je dirais même que Napoléon, lorsqu'il était à Moscou, il envoyait des lettres amicales à Alexandre. Il voulait faire la paix avec Alexandre. Et il lui disait, si on s'entend tous les deux, il disait ce que Chateaubriand a écrit ensuite. Ensuite, De Gaulle, en 1944, a signé un pacte très important avec l'URSS de Staline, qui a permis ensuite, ce pacte, que la France soit au rang des vainqueurs aux traités finaux, qu'elle soit membre du Conseil de sécurité des Nations Unies quand elles ont été créées. Et donc, nous devons essentiellement, on peut penser tout ce qu'on veut de Staline, mais c'est néanmoins sous l'influence de Staline et donc de l'URSS que la France a eu cette place au rang des vainqueurs, car vous savez très bien que Churchill a essayé d'aider De Gaulle, mais Roosevelt était hostile à De Gaulle. Donc, il faut se souvenir de ça. Et alors, je vous cite là une phrase plus courte de Gaulle, mais quand il est revenu de Moscou en décembre 1944, il s'est présenté devant l'Assemblée nationale provisoire et il a dit ce qu'il avait fait et pourquoi il avait signé ce pacte. Et pardon, j'ai encore une autre petite citation de Chateaubriand juste après. En temps de paix, donc je vous la cite parce qu'elles sont vraiment très importantes. En temps de paix, que le cabinet des Tuileries reste l'allié du cabinet de Saint-Pétersbourg et rien ne peut bouger en Europe. En temps de guerre, l'union des deux cabinets dictera des lois au monde, dictera ses lois au monde. Je reviens à De Gaulle en décembre 1944. Il a dit dans ce discours à l'Assemblée nationale provisoire, « Pour la France et la Russie, être unis, c'est être forte. Se trouver séparés, c'est se trouver en danger. En vérité, il y a là comme un impératif catégorique de la géographie, de l'expérience et du bon sens. » Et vous savez que De Gaulle était un grand lecteur et un grand philosophe,
Et quand il parle de l'impératif catégorique, il fait référence à Kant. C'est l'impératif catégorique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écarter ça. Et le fait qu'il ait employé cette formule dans cette déclaration à l'Assemblée nationale, et vous savez qu'il c'était un grand lettré et qu'il savait le sens des mots. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est dans une tradition ancienne que la France et la Russie ont des liens d'amitié. Il y a eu l'alliance franco-russe et il y a eu tout un tas de choses. Mais depuis le débarquement en 1944 des Américains en Normandie, à ce sujet, je précise que une des journaux américains, le 6 juin 1944, n'était pas débarquement en France pour sauver la France, c'était Invasion of France. C'est-à-dire que les Américains envahissaient la France. D'ailleurs, on sait qu'ils avaient tout préparé pour installer leur amgot. Et c'est ce cher Michel Amphrol de la Fondation Charles de Gaulle, qui était un érudit qui parlait 10 langues et qui connaissait très bien les Américains de l'intérieur, puisqu'il avait été le représentant de l'ORTF à l'époque pendant de nombreuses années aux États-Unis. Il connaissait la mentalité des Américains. Il a donné de nombreuses conférences sur le fait que les Américains ont fait une propagande telle qu'on a cru que c'était eux qui nous avaient libérés, alors c'est les Soviétiques. C'est eux qui ont fourni le principal effort de guerre pour nous libérer. Voilà, donc je reviens sur cette histoire parce que les gens qui ne pensent pas comme nous sont intoxiqués par une propagande de toutes les chaînes de télévision que je regarde par devoir pour savoir comment ça marche. Et il faut essayer de prendre du recul par rapport à tout ça parce que, je le répète, c'est organisé depuis Washington par un bureau qui écrit les scénarios que les journalistes doivent ensuite répandre dans toutes les chaînes d'information. Par contre, ce n'est pas Netflix, il s'agit de vraies vies qui sont perdues sur le front. En parlant du front, pourquoi l'Occident, d'après vous, minimise ou nie le progrès sur les terrains de la Russie? Je pense que c'est dans le prolongement de ce que vient de dire Alain Corvèze à l'instant. Il y a une propagande. Alors la propagande, elle fait partie de la guerre. Hein. La guerre de l'information ou la guerre de désinformation, elles font partie de la guerre. Des deux côtés d'ailleurs, c'est parfaitement normal et admis, si je puis dire. Mais il est évident qu'aujourd'hui, je pense que la Russie a gagné militairement cette guerre. Je pense que tous les experts sérieux ne le contestent pas. Et bien entendu, ça pose un problème majeur aux dirigeants et aux médias occidentaux qui ont prétendu le contraire pendant 2 ans et qui donc essayent de minimiser les effets réels de cette guerre sur le terrain, au plan militaire, pour essayer de contester la victoire et ses conséquences et ses prolongements politiques. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cette agitation, cette suragitation verbale, ces espèces de surenchères de termes, voire d'insultes, parce qu'on en est là, et qui est tout à fait contraire au climat d'apaisement qui serait nécessaire et qui permettrait de reprendre sereinement des négociations qui, je pense, sont l'intérêt de tout le monde. J'ajouterais sur ce sujet que la déclaration du président dont tout le monde parle en ce moment, ça vient confirmer ce que vient de dire Jacques Heugard. C'est que l'OTAN a perdu la guerre sur le terrain. Et tous les comptes rendus que nous avons, en particulier depuis la reprise d'Albexia, je ne sais pas très bien le prononcer, mais vous le prononcerez mieux que moi, la ville qui était une ville essentielle parce que c'est un point stratégique pour les approvisionnements de l'armée ukrainienne. Le contrôle du Donbass. Et le contrôle du Donbass, bien sûr. Et donc, l'armée russe, non seulement a repris cette ville, mais elle continue à avancer, lentement, mais elle continue à avancer. Donc,
la déclaration du président français, c'est une déclaration de dépit et qui souligne que la guerre est perdue en Ukraine. Et alors, ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a eu un tollé général de tout le camp ottonien pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça, qu'on n'avait jamais discuté de ça à la réunion qui avait eu lieu où il y avait 20 pays à Paris, et donc dans le déni, et qui disait que le président français avait dit des bêtises. Puisque vous parlez de l'OTAN, Jacques, vous parlez dans votre livre de l'obsolescence de l'OTAN. Quel est votre commentaire? Est-ce que la France a besoin de l'OTAN aujourd'hui? Alors moi je pense que l'OTAN est un mal absolu. L'OTAN a été créée dans les années 49 dans un tout autre contexte face à l'Union soviétique et à la menace communiste de l'époque. Bon, moi j'ai été élevé dans une famille de soldats où voilà, jeune officier, j'ai appris par cœur quel était l'ennemi soviétique, etc. Bon, moi je pense qu'il y a eu un changement, un tremblement de terre, avec la chute du mur de Berlin d'abord, et puis ensuite la fin de l'URSS et l'apparition de la Fédération de Russie. Et je pense que personne en Occident, du moins parmi les dirigeants américains en particulier et à l'OTAN, n'a voulu admettre que la Fédération de Russie était quelque chose de différent. Or, je rappelle, parce que plein de Français l'ignorent, beaucoup de Français l'ignorent, je rappelle que même Gorbatchev, avant la fin de l'URSS, a tendu la main à l'Europe et à l'Occident, relayé ensuite par Yeltsin, qui a été profondément écœuré par les promesses non tenues des dirigeants américains de l'époque, et relayé par le président Poutine lui-même quand il a accédé au pouvoir, puisqu'il avait comme intention, il avait demandé à rejoindre le Conseil de l'Europe, la maison commune européenne, comme on disait à l'époque, et même l'OTAN. Il en a fait la demande à Clinton, qui n'a pas osé lui dire non, mais dont l'administration, évidemment, a mis tous les freins possibles pour que cette affaire ne se fasse pas. Et on sait pourquoi. C'est parce que ça aurait été en fait la fin de l'OTAN en tant que telle, qui n'avait plus de justification à partir du moment où le pacte de Varsovie avait disparu. Et l'OTAN était une organisation défensive qui est devenue une espèce d'agence de régulation mondiale très offensive. Et finalement, moi j'ai très mal vécu les événements de 1999 auxquels j'ai été associé au Kosovo à l'époque. Et le Kosovo, pseudo-république fantoche des Balkans, n'existerait pas si la Russie de l'époque était en fait la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui n'aurait pas permis cette opération de déstabilisation profonde de l'Europe. Parce qu'au fond, derrière tout ça, la stratégie américaine, c'est on ne veut pas d'Europe forte et puissante, on veut une Europe divisée contre elle-même, alors surtout pas la Russie dans l'Europe, bien sûr, et c'est ce qui a justifié toutes ces actions. L'OTAN est une organisation qui se présente comme indispensable à la défense de l'Europe. Alors, premièrement, il faut remarquer le changement, on en a déjà parlé avec Jacques, le changement de discours, le changement de propagande. Avant, on disait la contre-offensive ukrainienne va renverser les forces russes, on va gagner en Ukraine, ainsi de suite. Puis petit à petit, on a commencé à dire bon, on va peut-être pas gagner. Bon, une fois que les experts de Stoltenberg et de l'OTAN ont dit maintenant c'est fichu, on ne pourra pas changer le sens de l'histoire de cette guerre. Ils ont dit, bon, mais alors, si on n'a plus de motif de soutenir l'Ukraine, il faut trouver un autre motif pour continuer à garder l'Europe dans nos serres.
Et donc, on a dit, ben oui, on va dire que la Russie, après l'Ukraine, après sa victoire en Ukraine, va attaquer et on va voir les chars russes à Berlin, à Paris, à Rome et ainsi de suite. Et donc, le nouveau scénario qui est décrit maintenant, c'est la Russie veut envahir l'Europe. Ceci est complètement faux. Alors, l'attirance pour l'OTAN de certains de mes concitoyens français, j'ai essayé de comprendre, moi, cette attirance. Et je pense que ça part du fait qu'ils considèrent que la France n'est plus une grande puissance, qu'elle n'est plus capable d'être souveraine, et qu'il faut absolument la fondre dans une Europe fédérale qui serait entièrement entre la main des Américains, évidemment. C'est, je pense, l'idée des dirigeants français actuels qui ne veulent pas de la souveraineté française. Or, moi j'ai écrit un article il y a 1 an ou 2, je ne m'en souviens plus, que j'avais intitulé. Initialement, j'avais écrit cet article pour mes petits-enfants et mes enfants. Et puis je me suis dit, après tout, je vais le diffuser. Bon. Et cet article, c'était la France est une grande puissance, mais les Français ne le savent pas. Et effectivement, il y a une propagande là aussi permanente qui est de dire mais c'est fini, la France n'a plus les moyens d'être souveraine comme le voulait De Gaulle, et il faut donc se fondre dans l'Union européenne. À partir du moment où vous raisonnez comme ça, évidemment, l'OTAN paraît justifiée, parce qu'on ne peut pas seul se battre contre un ennemi hypothétique, comme maintenant on désigne, il n'est plus hypothétique, on désigne la Russie, mais un autre ennemi quelconque. Et donc, ces Français se disent, mais l'avenir plus que la France, mais l'avenir de moi, c'est d'être dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Mais je pense que ces gens-là ne connaissent pas leur pays. La France est une grande puissance. Dans l'article auquel je fais référence, j'expliquais les raisons pour lesquelles la France est encore une grande puissance. On est quand même une arme nucléaire, on est seul sur le continent à disposer de l'arme du feu nucléaire, qui est fondamentale. Libre d'emploi. Et libre d'emploi, parce qu'effectivement les Britanniques ont l'arme nucléaire, mais ils ne sont pas libres d'emploi. On est les seuls à avoir un siège au Conseil de sécurité. On a, je ne vous cite pas tout, mais je vous cite quelques-uns des arguments que j'avais énoncés. On a le premier, deuxième ou premier, il y a des chicayas, des disputes sur le fait qu'on soit le premier ou deuxième domaine maritime mondial. Mais enfin, et si on est les deuxièmes, le premier étant les États-Unis dans ce cas-là, on est tout près des États-Unis. C'est pour ça qu'il y a des disputes. On ne sait pas si on n'est pas devant avec les nouvelles règles qui résultent de Montego Bay et des accords internationaux sur le domaine maritime. Donc on a un domaine énorme. Et enfin, la francophonie, l'Union internationale de la francophonie, c'est plus de 100 pays qui ont le français en partage et qui, pour beaucoup, pas tous, mais une grosse majorité, nous soutiennent dans les votes à l'ONU. Donc la France est une grande puissance, on n'a pas besoin de faire partie d'un ensemble où elle disparaîtrait. Et enfin, je terminerai là-dessus sur l'histoire de la France, c'est que comment dire, on ne peut pas comparer la France aux autres pays européens. Les autres pays européens n'ont pas les arguments que je viens de développer, et puis n'ont pas l'histoire que la France a. La France a éclairé le monde pendant des siècles. Donc on ne peut pas dire, mais pourquoi la France se comporterait différemment de l'Allemagne ou de la Hollande, ou ainsi de suite. Ben si, parce qu'on est unique dans le monde, sur le continent en plus. Donc je pense que les camarades français qui pensent qu'il faut se jeter dans les bras de l'OTAN et des États-Unis, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience qu'on est capable d'être souverain et d'être ami des Américains, pourquoi pas, mais c'est pas à passer par toute leur fourche codine. Vous parlez de la politique de non-alignement, n'être soumis ni à Washington ni à Moscou, ce qui pourrait être la vraie peut-être indépendance et souveraineté. Pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous parlez de la francophonie, vous comprenez les critiques à l'égard de la Russie par rapport à sa politique en Afrique? Est-ce qu'on peut être amis
avec la France, la Russie et la France en Afrique, Jacques? Moi, je pense que alors, je connais bien la problématique africaine, et en particulier sahélienne, qui défraie un peu la chronique en ce moment, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Je connais très bien ces pays, et je suis très malheureux de voir l'espèce de French bashing, pour employer un mot américain, qui règne aujourd'hui. Mais, alors bien sûr, on n'a pas de cadeau à recevoir de la Russie aujourd'hui, dans ces pays-là, c'est évident, hein. Mais ils ne sont pas les seuls à nous réserver quelques avanies, si je puis dire, puisque il y a bien sûr quelques mauvais coups à attendre des Américains. C'est le cas au Niger aujourd'hui, en particulier dans cette affaire de putsch qui est intervenue au mois de juillet dernier. Il y a les Turcs qui sont très actifs, il y a les Chinois qui sont très actifs, etc. Donc l'Afrique intéresse beaucoup pour ses richesses minérales en particulier, et donc il y a une compétition. Mais je pense, moi, que la France a une grande responsabilité aussi dans ce qui lui arrive en Afrique. On peut schématiser rapidement, mais il y a le discours de la Baule du président Mitterrand qui a réveillé l'ethnisme en Afrique au motif de plus de démocratie. Les opinions africaines n'y étaient pas préparées, à mon sens. On peut en discuter, mais c'est un fait. Ensuite, il y a eu l'époque de Chirac. Chirac a commis une erreur en supprimant le ministère de la Coopération. Les Africains se sont sentis dépossédés de ce qu'ils considéraient comme leur ambassade commune à Paris. Ensuite, on a évolué vers un ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, puis de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça en dit long, en réalité, sur le peu de considération qu'on a manifesté à ce moment-là à nos amis africains, à nos alliés africains. Moi, j'ai intervenu au Rwanda en 1994. J'avais sous mon commandement une compagnie tchadienne. Dans le groupement voisin, il y avait un bataillon, quasiment un bataillon sénégalais, et des éléments divers des armées africaines, et ça se passait très bien. Donc on a reculé, et puis ensuite il y a eu la catastrophe des catastrophes. Je le dis parce que c'est pas faire de la politique partisane, c'est dire les choses, c'est de l'histoire. C'est Sarkozy avec le déboulonnage du colonel Kadhafi en Libye. On en voit les résultats aujourd'hui, ils sont dramatiques en termes d'immigration sauvage, en termes de déstabilisation totale du Sahel. Et puis bien sûr, dans le cadre des relations franco-russes, c'est une première étape de dégradation parce que le président Poutine s'est senti trahi, bousculé, humilié par les dirigeants occidentaux qui lui avaient promis qu'on n'irait pas jusqu'à l'extrémité de l'opération militaire. Il y a eu, je termine rapidement parce que c'est important de le dire, il y a eu l'opération de déstabilisation du président Gbagbo en Côte d'Ivoire pour mettre l'ami de M. Sarkozy, M. Ouattara au pouvoir. Ça a laissé beaucoup de traces aussi en Afrique. Il y a eu ensuite, bon, je passe rapidement sur l'époque Hollande parce qu'il s'est passé le Mali, Serval, opération militaire parfaitement réussie, mais non suivie d'une véritable comment dire, réforme politique en profondeur que les Maliens attendaient et qui ne s'est pas produite. On a reconduit le système hanté, aussi discutable. Et puis, il y a eu ensuite M. Macron. On peut parler de la Centrafrique aussi en passant, rapidement, mais très, très mal géré à l'époque de M. Hollande. Et puis ensuite, il y a eu M. Macron, avec, bon, je passe rapidement sur le sommet France-Afrique de Montpellier, qui était la foire au cancre, si je puis dire. Et puis, ce déplacement à Ouagadougou, où il a humilié publiquement le président Roch Marc Christian Caboret en lui demandant d'aller réparer la clim devant les étudiants. Musique mi-raisin, parce qu'on humiliait en fait leur président. Bon, pour des propos, encore une fois, à mon avis, irresponsables. Et puis, il y a eu l'envoi de cet ambassadeur des droits LGBT au Cameroun. Ça choque profondément les Africains. Et je pense que dans le succès que remporte la Russie aujourd'hui en Afrique, il y a cette dimension morale, civilisationnelle. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a eu ce déplacement du président Macron à
à Kinshasa, où il est allé traîner dans les boîtes de nuit, dans des boîtes un peu interlopes, etc. Tout ça, c'est une image catastrophique, ravageuse pour la France en Afrique. Voilà, ça c'est pour notre compte à nous. Alors de l'autre côté, bien sûr, les Russes exploitent les vides que l'on laisse, les trous dans la raquette, si je puis dire. Voilà, mais je pense que, comme l'a écrit le général Roure dans un de ses textes, on avait tout intérêt, et nous avons tout intérêt, à essayer de nous raccommoder, alors on est mal parti pour le faire aujourd'hui, avec les Russes sur ce terrain africain, parce que nous sommes complémentaires. On a des histoires différentes, on n'a pas les mêmes... Alain avait raison de parler de la francophonie, le français est quand même la langue pratiquement parlée partout sur le continent africain, avec un peu d'anglais quand même, mais moins important. Et le portugais, bien sûr, aussi. Mais voilà, donc je pense que, oui, bien sûr, il y aurait à rebâtir, dans le cadre de relations rétablies normalement, il y aurait à rebâtir quelque chose sur le plan africain. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? Je veux juste dire que le général Roure est invité du dialogue franco-russe le 20 mars prochain. Je recommande son dernier livre, « Pourquoi Dieu n'a pas béni l'Amérique ». Sur l'Afrique, moi, je me souviens plus de l'année, mais lorsque ça a commencé à bouger à cause du terrorisme, alors il faudrait revenir aussi sur les origines du terrorisme, on n'a pas le temps d'étudier ce sujet, mais enfin, en deux mots, Daesh et ISIS, ça a été créé par la CIA et le Mossad. Ensuite, le terrorisme a été exporté... c'est documenté maintenant, on a des preuves. Hein. Oui. Et d'ailleurs, en Afghanistan, avant que les Américains ne s'en aillent, lorsque les forces gouvernementales que soutenaient les Américains étaient en difficulté face aux talibans, avec des hélicoptères Chinook, ou je ne sais plus comment, là, leurs grands hélicoptères, ils déchargeaient des contingents de Daesh pour soutenir les forces gouvernementales afghanes. Bon, enfin, maintenant c'est sûr, tout le monde le sait, et on sait même comment ça s'est passé, notamment pour le Mossad en Israël. Daesh et ISIS, c'est une création de la CIA et du Mossad. Et quand le terrorisme est venu en Afrique, moi, au tout début, en Centrafrique notamment, j'avais des contacts là-bas et j'ai fait passer les messages. À l'époque, on avait de bonnes relations avec la Russie. Enfin, elles n'étaient pas très cordiales, hein, mais on avait quand même des relations avec la Russie qui n'étaient pas mauvaises. Et par des cadeaux qui me sont propres, j'ai fait passer le message, mais puisque nous, on n'avait pas l'argent, les moyens d'équiper la Centrafrique avec les hélicoptères, enfin tout l'armement dont ils avaient besoin pour combattre le terrorisme, c'est-à-dire, entendons-nous avec les Russes, ce serait la meilleure façon, puisque le gouvernement de RCA avait déjà pris contact avec les Russes. Et donc, au lieu de dire « Ah, les Russes veulent marcher sur nos plates-bandes », c'était une femme qui était ministre des Armées en France à l'époque, je ne me souviens plus de son nom. Laurence Parly. Ouais. Et moi, j'avais fait passer le message, mais entendons-nous, si les Russes peuvent donner des équipements, collaborons avec eux et aidons la Centrafrique tous les deux. Évidemment, je n'ai pas été écouté et ça ne s'est pas passé comme ça. On a aussitôt commencé un discours anti-russe, les Russes veulent prendre notre place et ainsi de suite. Et comme l'a très bien dit Jacques, la nature a horreur du vide. Quand la France a perdu de son influence en Afrique, et même qu'elle s'est retirée dans certains coins, et puis la Centrafrique, on a refusé de leur donner de l'armement, enfin une partie de l'armement. Quand il y a un vide, ben, la Russie, naturellement, ou d'autres, mais les Centrafricains, les Maliens, sont eux qui sont allés, qui se sont tournés vers la Russie parce que ils ont besoin d'aide. Et voilà, donc la présence russe en Afrique. Alors, je suis aussi d'accord avec Jacques, c'est que nous, on a quand même des Africains, comme on les appelle, hein, au Quai d'Orsay et dans les armées, qui sont des connaisseurs de l'Afrique dans ses profondeurs, qui ont des liens d'amitié avec plein d'Africains.
ce que n'ont pas les Russes. Les Russes, ils ont une connaissance peut-être académique de l'Afrique, mais ils n'ont pas les liens ancestraux que nous avons avec les Africains. Il faut dire qu'aussi au Quai d'Orsay et à la Défense, les gens qui sont trop bons connaisseurs de l'Afrique et qui donc déconseillent certaines politiques qui leur paraissent mauvaises, à ce moment-là, on les écarte parce qu'ils sont gênants. Pour revenir à la relation franco-russe, qui reste de la relation franco-russe, Jacques, vous décrivez dans votre livre, vous parlez de la déception successive de la Russie. Quelle est la plus grande déception, d'après vous, de la Russie par rapport vis-à-vis de l'Occident, à aujourd'hui? Ben, j'ai essayé de le dire tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu cette succession de refus. Et puis, après les refus, la période des trahisons, ou ressenties comme telles. Je pense donc, j'ai cité le cas de la Libye tout à l'heure. Et puis je pense que la cerise sur le gâteau, c'est les derniers événements, c'est-à-dire la publication par la presse française d'un entretien confidentiel entre deux chefs d'État l'an dernier, entre M. Macron et le président Poutine, qui sort dans la presse ouverte avec des commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense, pour le président Poutine. Parce que comment voulez-vous avoir confiance après envers quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément d'accord? Il peut y avoir des discussions animées, etc. Mais si vous avez le sentiment que pour se faire valoir pour des raisons de politique intérieure, il va aller raconter ce qui est strictement confidentiel et qui relève d'une conversation entre deux chefs d'État qui n'a pas à être exporté sur la place publique. Donc ça, voilà, à mon avis. Puisque la déception est là, les désaccords sont là, on est un désaccord total sur tous les sujets, on est quand même dialogue franco-russe, on reste toujours positif, puisque... non mais pas vous et nous, hein. Non, pas vous, pas nous. Nous, on est toujours en accord, effectivement. Il y a beaucoup de Français, membres du dialogue franco-russe, Français que vous connaissez, Français, comme vous dites, de la France profonde, qui veut... En fait, les gens ne veulent pas cette guerre. Ils ne sont pas prêts à envoyer leurs petits-enfants ou enfants sur le front en Ukraine pour battre pourquoi. Mais ça sera peut-être ma dernière question, et après on va passer au public. Qui va siffler la fin? Et quand? Nul n'est prophète. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Alain, mais nul n'est prophète. Aujourd'hui, je pense que le problème de la partie occidentale, c'est le déni. C'est-à-dire, on refuse d'admettre la victoire militaire russe qui, à mon avis, est là. Il reste un problème à régler qui n'est pas mince, qui n'est pas petit, qui est le cas d'Odessa dans cette campagne militaire. Bon, parce que c'est très important, Odessa. C'est un enjeu majeur pour la Russie, pour l'Ukraine. Bon. Mais on voit bien que donc on est quand même, à mon avis, je peux me tromper, mais je l'espère de tout mon cœur, on est à la fin, je pense, de la partie vraiment militaire de cette guerre. L'OTAN a perdu, je le dis, mais Alain le disait, Olivier Todt l'a dit récemment, Emmanuel Todt, pardon, l'a dit récemment, de manière très claire, et puis je crois que beaucoup de gens le disent. Et même cet excellent général Desportes, avec qui nous avons débattu ici même, il en est à dire qu'il faut absolument que la Russie soit battue. Alors ça m'étonne quand même parce que je pense qu'il a été atteint par la même maladie que son président et qui est le en même temps. Alors il faut dire le contraire de tout pour que ça devienne intelligent. Mais franchement, je pense que le déclic, ça ne peut être que les peuples, en fait. Ça ne peut être que les opinions publiques. Si M. Macron comprend que la France en a assez, je parle du peuple français en a assez, l'opinion française en a assez,
il va peut-être être obligé à un moment donné d'en tenir compte. Et donc, je pense que c'est la même chose aux États-Unis, où la politique de M. Biden ne fait pas l'unanimité, où M. Trump est en train de remonter en puissance. Alors, Trump, c'est toujours les surprises, hein, à attendre et à craindre peut-être, mais en tout cas, je pense qu'il aura une attitude sur ce plan-là beaucoup plus mesurée et intelligente que celle de Biden, qui est quand même un vieillard sénile, il faut dire les choses comme elles sont, hein, et manipulé par son état profond. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne sais pas comment on peut sortir aujourd'hui de cette crise en pensant qu'il faut sauver la face des uns et des autres. Je pense qu'il va y avoir des victimes. La première victime, à mon avis, c'est M. Zelensky. On m'a posé la question hier sur TV5 Monde. J'ai dit, M. Zelensky, il a du souci à se faire pour sa propre personne et pour son environnement, je pense. Parce qu'il va disparaître de la scène inévitablement. Et ça va peut-être dénouer à ce moment-là le problème. Mais voilà, on en est à faire des hypothèses et des supputations. Je ne peux pas en dire plus. Je ne sais pas si tu veux... Je suis d'accord. En partie seulement parce que moi, je pense que toute cette crise, la cause en est les États-Unis d'Amérique. Et donc, le dénouement de cette crise, ça va venir, à mon avis, des États-Unis d'Amérique. Je ne crois pas à un soulèvement populaire. Je ne crois pas... Regardez les agriculteurs, regardez les gilets jaunes tout d'abord, comment ils ont été manipulés. Les agriculteurs, on les a calmés, bon, ils sont encore en colère et on l'a vu au salon de l'agriculture, mais je ne crois pas à un soulèvement populaire. En revanche, je pense que les États-Unis vont lâcher l'Ukraine. Les dissensions internes aux États-Unis ont atteint un tel niveau que je ne suis même pas certain qu'ils aillent jusqu'à leur élection du 6 novembre prochain, parce que il y a des dissensions au sein des démocrates, il y a des dissensions au sein des républicains, et bien sûr, il y a des dissensions entre les deux. Et je pense que la seule issue pour les États-Unis d'Amérique au moment où nous en sommes concernant l'Ukraine, c'est de dire on laisse tomber Zelensky et on va dire que c'est les Européens qui n'ont pas été capables de régler un problème européen et nous, on a d'autres chats à fouetter, notamment il y a la Chine et ainsi de suite, et puis tous nos problèmes internes, des dissensions internes qui ne font que s'exacerber au sein des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont au bord de l'explosion. Évidemment, on ne le voit pas sur les chaînes de télé françaises qui sont toutes en adoration devant Biden. Elles ne peuvent pas voir Trump. Évidemment, Trump a dit qu'il arrêterait la guerre du jour au lendemain. Alors, ça ne leur plaît pas. Mais bon, moi, je ne suis pas un admirateur de Trump parce que c'est un homme qui est assez vulgaire et qui est... Mais je pense que c'est un pragmatique et qui n'est pas dans l'idéologie comme Biden et sa clique. Et donc, moi, je vois les choses se passer de la façon suivante. Zelensky va être lâché par les Américains et il va falloir trouver une solution négociée. Et je pense, moi aussi, que les Russes risquent d'aller jusqu'à Odessa. En tout cas, c'est dans la logique des choses. D'autant plus qu'ils ont là-bas la Transnistrie qui leur est très favorable, puisque les dirigeants de la Transnistrie ont demandé leur rattachement à la Russie depuis quelques mois déjà. Exact, et ça me fait penser à ce que disait Kissinger, être ennemi des États-Unis est dangereux, mais être ami c'est fatal. C'est fatal. Oui, tout à fait. Sur cela, merci beaucoup Jacques, merci Alain de continuer surtout le dialogue, parce que ce qu'on demande, ce n'est pas couper les liens. D'emblée, je vais vous dire qu'il faut exprimer vos opinions et rejoindre d'autres qui ont les mêmes opinions. Il y a des petites organisations, voire des partis politiques qui se créent et qui expriment. Il y a une multiplicité de ces partis
qui veulent sortir de cette ambiance UE-OTAN et qui s'agitent. Alors évidemment, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale, parce que quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il y a de quoi être découragé, parce que même les gens qui seraient supposés défendre des positions un peu équilibrées ne le font pas. Moi, c'est pour ça que je suis un peu pessimiste, et que je ne pense pas à un soulèvement populaire, et en même temps, je ne pense pas à un changement de politique par un processus électoral. Je suis convaincu que tous les processus électoraux qui sont produits jusqu'ici ont été manipulés, et que... et quand je dis manipulés, je veux dire manipulés de différentes manières. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait monter Marine Le Pen à l'élection de Macron parce que ça affaiblissait le camp qui était opposé à Macron, et ainsi de suite. Il y a eu des tas de manipulations de cet ordre, et si on regarde le président actuel, les scores qu'il a eus aux élections, il y a très peu de Français finalement qui ont voté pour lui. En tout cas, il n'y a pas une majorité de Français qui ont voté pour lui. Donc, les processus électoraux, je n'y crois plus. Et en même temps, je ne crois pas à un soulèvement populaire. Donc, vous voyez, je suis dans une impasse. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais je trouve que c'est extraordinaire, là, parce qu'il faut rassembler effectivement trois origines dans une même personne. Donc, vous avez un rôle à jouer, exactement. Et il y a des choses à faire, parce qu'à force quand même de crier, on sent quand même qu'il y a des mouvements d'opinion qui se font, hein, mais il faut essayer de persuader déjà dans votre entourage, dans des associations, des groupements, des partis. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans les définitions de tel ou tel parti qu'il faudrait rejoindre ou pas, c'est pas ça l'objet. D'ailleurs, je m'en méfie beaucoup, moi, des partis. Mais par contre, je pense qu'il faut penser, ça rejoint exactement ce que disait Alain, il faut témoigner. Donc témoigner, moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce bouquin, c'est témoigner, c'est dire, je sais que ce bouquin gêne, il commence déjà à gêner. Bon, eh ben, ça veut dire que il y a des gens qui sont hésitants ou pas convaincus. J'ai déjà un ou deux retours de gens intelligents qui me disent ah ben, on va regarder l'actualité différemment parce qu'on a lu votre bouquin. Bon. Ça c'est important, il faut témoigner. Donc témoigner dans son environnement, comme le disait Alain, environnement professionnel, familial, même si ça suscite des discussions animées, etc. Je pense qu'il y a une espèce de travail à la base. Il y a les élections locales, il y a la mairie de son village, ou de son quartier, ou de son arrondissement, etc. Il faut écrire à son député, il faut écrire à son maire, il faut, chaque fois qu'on n'est pas d'accord, il faut marteler. Voilà. Et puis ensuite, je pense qu'il faut, sans parler parti comme le faisait Alain, il faut essayer d'être en réseau, c'est-à-dire de savoir, dans son environnement, d'élargir je dirais l'escargot au fur et à mesure pour savoir sur qui on peut compter, pour organiser une conférence, pour faire venir quelqu'un qui va parler, etc., etc. Dans les universités, dans les écoles, dans les associations locales, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire peut-être bouger l'opinion. Alors la révolte populaire, je ne sais pas, on a vu effectivement comme les gilets jaunes ont été cassés dans leur élan, mais il n'est pas impossible que demain, vous savez, ces choses-là sont difficilement prévisibles, mais on ne peut pas compter dessus a priori. Je veux dire, il faut faire un travail de capillarité, il faut aller au contact. Hein. Et donc c'est vrai pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Hein. Dire quand on n'est pas d'accord, l'écrire, le faire savoir, et de manière posée, intelligente, argumentée, etc. Mais voilà. Donc, écoutez, je pense que le personnage est compliqué, complexe, tout le monde l'a compris, et qu'effectivement, il aime le pouvoir. Vous vous rappelez que quand il y a eu des rumeurs sur un troisième mandat, il fallait modifier la Constitution, etc. Finalement, je pense qu'il a compris que ce n'était pas nécessaire. Alors, il veut peut-être faire comme certains présidents africains,
comme le président Kagame, par exemple, au Rwanda, avoir un nombre de mandats illimité et rester 25 ans au pouvoir. Qu'à Dieu ne plaise pour la France, quand même. Mais bon, il est possible qu'il ait des intentions comme ça. Moi, je pense qu'il rêve plutôt d'être président de la Fédération européenne, transformée en État. Et je pense que c'est plutôt ça qui le motive et qui l'intéresse. Voilà. La France, il n'en a rien à faire. Je ne pense pas qu'ils se lanceront dans une guerre, mais en revanche, là, ils ont essayé avec l'Ukraine. Hein, ce qu'il faut empêcher, c'est la montée d'une puissance continentale en Europe qui sera alliée avec la Russie. Mais regardez ce qu'ils font à Gaza, parce que ce sont eux. S'ils claquaient des doigts, les Tsahal s'arrêteraient du jour au lendemain. Donc, ils continuent à leur fournir toutes les bombes et ainsi de suite. Ils peuvent prolonger des conflits comme ça dans l'espoir d'en tirer quelque avantage. Mais je ne crois pas qu'ils se lanceront dans... D'abord, une guerre mondiale, c'est impossible maintenant, hein, qu'on veuille ou non. Les chiffres sont quand même énormes, moi j'ai 225 à 230 milliards d'euros ou de dollars selon la monnaie qui ont été déversés sur ce pays. Alors après, les exemples de corruption sont multiples dans l'entourage proche de Zelensky lui-même et à tous les échelons de la hiérarchie, si je puis dire, de l'État ukrainien aujourd'hui. Donc il y a des exemples toutes les semaines pratiquement, et pas des exemples des petites sommes. Donc je ne me suis pas livré au calcul, un tableau Excel pour essayer de refaire le compte, mais je pense que c'est quand même très important. Et je pense que tout ce qui est matériel et autres a été revendu largement aussi ailleurs, etc. Donc c'est un vrai sujet, mais dont on n'a pas, à mon avis, les contours aujourd'hui. Alors votre deuxième question, c'était, enfin la deuxième partie de la question, c'était l'OTAN aurait-il pu gagner la guerre? Ben, écoutez, s'il avait pu, il l'aurait gagné. J'ai pas d'autre réponse. Je pense qu'il a vraiment perdu la guerre. Et c'est pour ça que, comme le disait Alain à l'instant, les États-Unis, ça par contre je suis complètement d'accord, bien sûr, les États-Unis vont se retirer à un moment donné et lâcher leur proxy Zelensky, leur marionnette Zelensky, en race campagne, et qui va se faire éliminer rapidement, comme ils l'ont fait partout, hein, parce qu'ils ont fait ça avec les Kurdes au Kurdistan, ils ont fait ça avec les Afghans, rappelez-vous du départ de Kaboul, pas très brillant. Donc tous les gens sur lesquels ils s'appuient dans leur déploiement extérieur, au Vietnam bien sûr, hein, que connaît bien quelqu'un de mes amis au premier rang, bon, c'est évident, à chaque fois ils ont fait la même chose. Donc ils vont faire la même chose pour l'Ukraine maintenant qu'ils voient que ça tourne mal. Mais ils ont atteint leur but, ils ont atteint un but stratégique qui était de diviser l'Europe et de nous diviser avec les Russes, nos frères et nos partenaires russes. Ça, ils ont réussi. En revanche, ils n'avaient peut-être pas calculé que ce faisant, ils allaient faire émerger un nouveau mouvement non aligné autour de la Russie, de la Chine, qui sont maintenant très proches, de l'Iran et de tous les pays du BRICS qui y étaient ou qui veulent y aller, comme l'Arabie saoudite, qui tourne le dos maintenant au pacte de Quincy de 1945 et qui commence à regarder vraiment la recomposition du monde à laquelle on assiste. Donc nous, là-dedans, nous, Français, on est encore les perdants, hein, encore une fois. On a choisi le mauvais camp, avec von der Leyen comme modèle, et ça, c'est une plaie, je veux dire. Je pense que l'Union européenne, aujourd'hui, est une plaie, voilà, pour la France. Hein. Sur la question que vous avez posée, sur l'armement de l'Ukraine, les responsables américains ont reconnu récemment que 65% des dollars, des millions de dollars ou des milliards de dollars qui ont été envoyés en Ukraine reviennent dans l'industrie militaire américaine. Et donc,
C'est ainsi qu'ils expliquent, et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent en ce moment au Congrès pour essayer de convaincre le Congrès d'accepter les 61 ou 63 milliards que réclame Biden. Donc il y a eu de la corruption, il y a eu ça. Et troisième point et dernier, sur l'armement que l'Occident a donné à l'Ukraine, elle a donné également les techniciens et les servants et instructeurs de ces armes, parce que maintenant les Britanniques, je crois qu'ils ont reconnu hier que c'était eux qui avaient dirigé l'opération qui a fait couler un navire russe dans la mer Noire. C'est un exemple, mais il est absolument certain que les Ukrainiens n'avaient pas les personnels formés pour servir tous ces matériels sophistiqués. Et donc, il y a des équipes américaines, britanniques beaucoup, polonaises et autres. Les Français. Il y a des Français ? Je ne sais pas. Ça, c'est un débat. C'est un débat qui a animé d'ailleurs les relations franco-russes il y a quelques semaines. Hein. Très honnêtement, je pense que il y a des anciens militaires français, ça il y en a, et il y en a peut-être pas des centaines, hein, mais il y en a au moins quelques dizaines. Et puis il y a certainement aussi quelques instructeurs, comme l'a dit Alain, pour des systèmes d'armes particuliers qu'on donne et sur lesquels il faut bien former les sergents sur place. Donc oui, je pense, on n'en parle pas, c'est un peu tabou, mais je pense qu'il y a effectivement probablement quelques militaires français déployés là-bas.